On va dans une minute se retrouver pour la première des deux tables rondes de la soirée. Est-ce que Séverine Sofio et Hélène Delmer, vous pouvez mettre votre vidéo? Merci. Coucou. Bonjour. Euh, je vais commencer l'introduction. Donc, je vais introduire cette première table ronde qui va se dérouler jusqu'à 18h15. Donc, on a 45 minutes pour échanger. J'ai aussi préparé un PowerPoint à partir des œuvres que vous m'avez envoyées. Donc, n'hésitez pas à me dire quand vous souhaitez que je montre une de ces œuvres pour illustrer vos propos, puisque c'est mieux de laisser la plupart du temps nos quatre visages, mais voilà. En tout cas, les œuvres sont prêtes à être montrées. Donc, on a jusqu'à 18h15, puis il y aura 10 minutes de pause. Et à 18h25, on se retrouvera pour la deuxième table ronde sur l'Union des femmes peintres et sculpteurs qu'introduira Eva. Cette première table ronde porte donc sur tout ce qui s'est joué en termes de recherche et de création autour du portrait de la jeune fille en feu, film de Céline Sciamma. Et cette table ronde, c'est l'occasion d'aborder les notions d'échange, d'héritage et de citation dans les travaux d'une artiste, Hélène Delmer, et d'une chercheuse, Séverine Sofio. Nous nous demanderons dans quelle mesure l'histoire du cinéma et de ses réalisatrices, de la peinture et de ses artistes se retrouve dans le portrait de la jeune fille en feu. La mémoire de ces femmes créatrices se lie en effet autant dans le fond, la vie de Marianne, peintresse du XVIIIe siècle, qui est née des échanges de la réalisatrice Céline Sciamma avec la sociologue Séverine Sofio, que dans la forme, avec les références aux œuvres anciennes et contemporaines qui traversent les tableaux de la peintre contemporaine Hélène Delmer. Il va donc être question de ces réseaux, de ces lignées qui se croisent pour donner vie à un objet nouveau, né de ces échanges interdisciplinaires et tourné vers un engagement en faveur de la mémoire des femmes. Je vais donc maintenant présenter les deux intervenantes. Hélène Delmer est artiste peintre et est représentée par la Rose Salt Gallery de Laguna Beach. Elle est originaire de Lille. Elle se forme à la Angel Academy of Art de Florence avant de participer à des expositions collectives en France, en Italie, en Irlande, en Russie, aux États-Unis et en Angleterre. Ses œuvres explorent le rapport de l'humain au végétal, à la nature et au cosmos. Elle explore aussi les concepts liés au nu et à la notion de fragilité. Elle a réalisé les œuvres du film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Séverine Sofio est sociologue et chargée de recherche au CNRS. Elle s'intéresse en particulier à l'histoire sociale des artistes en France, de la corporation aux avant-gardes entre 1780 et 1880, ainsi qu'au genre et aux rapports sociaux de sexe. Sa thèse Artiste femme, la parenthèse enchantée, 18e-19e siècle, est publiée en 2016. Elle a récemment contribué au catalogue de l'exposition Peintre-femme, naissance d'un combat 1780-1830 avec un article sur la formation des femmes, ce qui n'est pas sans évoquer la scène d'ouverture du portrait de la jeune fille en feu. Séverine Sofio travaille en ce moment dans le cadre de son habilitation à diriger des recherches à une biographie croisée des artistes Adélaïde Labiguiard, Gabriel Capet et François-André Vincent, travail qui devrait devenir un livre à paraître d'ici 1 an ou 2, axé notamment sur la double question de l'accès des artistes à la reconnaissance et de leur survivance dans la mémoire collective au prisme du genre. Elle a été conseillère scientifique pour le film de Céline Sciamma. Alors, un lien vers un Framapad a été diffusé sur la conversation Zoom, je crois, et aussi sur le chat YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous emparer de cet outil et à nous transmettre vos questions. On en a aussi préparé plusieurs. Donc, la première est adressée à Séverine Sofio et c'est la suivante. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née votre collaboration avec Céline Sciamma autour du portrait et comment se sont organisés vos échanges? Alors bonsoir et bravo à toutes. Alors vraiment c'est un plaisir de vous écouter et de voir à quel point tout est fluide dans l'organisation. Enfin vraiment
c'est un travail formidable que vous avez fait. Alors, donc, pour répondre à la question, comment s'est fait la collaboration avec Céline? Alors, vraiment d'une façon très simple. J'ai été contactée par Céline par l'intermédiaire de sa productrice en 2010, fin 2017, je crois. Au moment où Céline était en train de travailler sur le scénario, et il se trouve qu'elle avait lu mon livre et que voilà, ça l'avait manifestement intéressée. Elle avait des questions à me poser, et puis enfin voilà, c'était on s'est rencontrés, elle a présenté son projet. On a essayé enfin comment dire, j'ai essayé de rentrer dans la vision de ce qu'elle m'a présenté, quoi, parce que bon, c'est difficile d'imaginer ce que sera un film, surtout quand on n'est pas du métier. Et donc, elle avait, enfin, je crois que la raison pour laquelle elle m'a contactée, c'est qu'elle avait une. Alors, il faudrait lui demander à elle, hein. Mais je crois que c'était parce qu'elle avait une vraie volonté de vraisemblance, en fait. Elle voulait vraiment sortir de la représentation à la fois du XVIIIe siècle, des femmes, enfin des femmes au XVIIIe siècle en particulier, et des artistes femmes au XVIIIe siècle. Elle voulait vraiment sortir de cette représentation mythique, un peu des marquises empoudrées, du madame, enfin voilà, de la cour, des intrigues de cour. Enfin voilà, elle voulait vraiment un XVIIIe siècle vraisemblable, et elle voulait montrer une peintre au travail. Elle voulait montrer un bout de vie de trois femmes qui se croisent de la manière la plus simple et la plus dépouillée et la plus réelle possible, alors, avec des guillemets à réel, puisque enfin, il n'y a pas de vérité historique. Voilà, c'est des questions compliquées là-dessus, mais enfin, voilà, elle a essayé de rendre cette simplicité, cette manière complètement dépouillée de tous les oripeaux mythiques, vocationnels, de la vie artistique, en présentant une femme réelle avec des gestes, des outils, un métier. Et donc, pour ça, elle avait besoin d'un contexte, d'un cadre un peu global. Et donc, le travail s'est fait très simplement à partir du scénario. Elle m'a envoyé une première version du scénario que j'ai relue, sur laquelle j'ai réagi. Enfin, j'ai pointé les petits éléments qui pouvaient sembler anachroniques. La plupart, il me semble que la plupart, elle les a supprimés, sauf un ou deux que j'ai repérés dans le film, et qu'elle a laissé volontairement tel quel, et je trouve que c'est très bien comme ça. La deuxième partie du travail a été plutôt à partir euh, de cette lecture du scénario. Ensuite, oui, il y a eu trois parties. En fait, il y a une deuxième partie qui a été de fournir des images pour travailler sur l'ambiance visuelle, sur le décor, sur les costumes. Donc, j'ai fourni un ensemble d'images absolument subjectifs de ce que m'évoquait son histoire, en fait, de ce que m'évoquait cette histoire de ces trois femmes qui se croisent à ce moment particulier. Et puis, donc, c'était beaucoup de scènes domestiques de Chardin, pour vous donner une idée, voilà, les pastels de Lyotard, évidemment beaucoup de portraits d'artistes femmes, d'autoportraits. Et la dernière partie, c'était plus de mon travail sur le film, a été très modeste, hein, c'était de répondre aux questions des costumières. Notamment sur des questions très concrètes du style, mais qu'est-ce qu'elles portent les artistes femmes quand elles peignent? C'est quoi, par exemple, qu'est-ce qu'elles mettaient sur elles pour protéger leurs vêtements? Donc, c'était des petites recherches iconographiques qui ont été super à faire. Enfin, j'ai appris plein de choses, en fait, en travaillant sur ce film. Donc, des questions que je ne me posais pas, finalement, et qui étaient vraiment intéressantes. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, ça a enrichi aussi vos recherches par la suite, ces recherches que vous avez menées justement sur la question du costume, par exemple, des artistes. Est-ce que ça est venu nourrir vos propres recherches dans un second temps? Oui, absolument. C'est venu déjà en me forçant à me poser des questions que je ne me posais pas. Donc, et puis, disons que j'ai pu constater ce qui a été évoqué tout à l'heure. Enfin, voilà, ça m'a fait
ça m'a fait rire d'écouter ce que disait Eva Belgarbi tout à l'heure sur le pouvoir de la fiction dans l'histoire des sculptrices. En fait, c'est beaucoup plus efficace, la fiction est beaucoup plus efficace dans les imaginaires que des pages et des pages de recherche et voilà, de la documentation, des témoignages. En fait, ça marche pas, enfin, ça marche moyennement, quoi. On peut documenter tout ce qu'on veut. Pour vraiment marquer le public, il faut une bonne fiction qui soit bien construite et qui soit… Non, c'est vrai, et ça marche, ça va susciter des vocations beaucoup plus de manière, disons, beaucoup plus efficace que des histoires des artistes femmes, comme on en a produit beaucoup, comme on a appris plein de choses là sur les communications qui ont précédé. Donc finalement, une bonne fiction, c'est extrêmement efficace. Et ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience à ce point-là. Et donc, voilà, je vais continuer à faire de la recherche, mais la possibilité de me mettre au scénario est réelle. Ouais, moi, juste pour rebondir sur la fiction, c'est vrai que c'est ça, enfin, ça m'a beaucoup interpellée dans le portrait, c'est que c'était, il y avait ce côté vraisemblable et en même temps ultra intelligent, documenté, mais sans tomber dans des clichés et des trucs vus et revus. Il y a aussi ce pouvoir de la bonne fiction, mais pas de la fiction téléphonée qu'on attend. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup interpellée et que j'ai trouvé vachement bien et hyper efficace. Enfin, clairement, je trouve qu'il y a une fluidité aussi dans les supports qui est hyper féconde, quoi. Enfin, voilà, c'est juste mon apport sur la fiction, mais clairement, je m'en rends compte aussi beaucoup, je trouve. Ouais. Mais il y a eu un travail, mais je crois que c'est toi, Eva, qui l'a fait sur la représentation des femmes, alors je crois des peintres femmes, je crois aussi des sculptrices forcément, dans les fictions télévisées et au cinéma, il me semble. Hein, tu as fait ça pour ton blog, hein, c'est ça? Ouais, j'ai fait ça sur mon cahier de recherche, ouais, parce que voilà, c'est assez phénoménal parce que là, c'est vrai qu'on sort complètement des clichés grâce au film de Céline. Enfin, Et moi, j'ai un souvenir de Céline qui m'a dit clairement j'ai pas envie de la montrer avec sa palette, voilà, le gros cliché de la peintre. Donc, effectivement, c'était pensé comme ça. Ouais. Ouais, parce qu'on voit quand même qu'on vient de loin, en fait, hein, quand même. Enfin, je sais pas. C'est clair. Déjà, la représentation des artistes en général, mais du passé ou contemporain. Enfin, là-dessus, peut-être Hélène, tu es plus sensible à ça que nous, mais il me semble que déjà, on est dans le cliché très souvent. Enfin, c'est compliqué de représenter des artistes de manière à la fois réaliste et… Ouais, c'est un métier qui suscite beaucoup de fantasmes, je pense. Et alors qu'en fait, en réalité, c'est quand même vachement plus banal que ce qu'on peut. Ouais. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié en travaillant. Elle couche quand même avec son modèle, donc… Oui, bon, mais ça, c'est assez cliché aussi, c'est vrai, d'une certaine manière. La subversion, là, c'est que les deux. Mais effectivement, le côté de montrer ça comme un métier comme un autre, moi, j'ai trouvé ça pertinent et intéressant aussi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est montrer vraiment… elle a une vraie volonté de montrer des artistes au travail. Et enfin, là-dessus, moi, j'étais vraiment très sensible à ça parce que c'est quelque chose que j'essaye de faire passer dans mon livre et dans mes articles. Enfin, essayer de montrer que, en fait, c'est assez banal. Enfin, c'est des travailleuses, quoi. Bon, alors oui, c'est ça, ouais. C'est pas genre l'inspiration qui te tombe dessus un beau jour, tu te réveilles, ça, voilà. hop, tu fais ton truc et t'as un chef-d'œuvre. Non, c'est… Exactement. Elles ont… et du quotidien, ouais. C'est ça, elles ont un savoir-faire et puis elles le mettent en pratique. Et bon, alors voilà, c'est sûr qu'il y a des femmes, il n'y en avait pas tant que ça, mais au fond, surtout à cette époque, hein, enfin, c'est vraiment la particularité de cette époque, elles sont assez nombreuses hein, quand même, et puis elles sont très visibles, et puis elles sont reconnues, elles sont respectées, donc il y a ce… Et puis, enfin voilà, ce sont des travailleuses, enfin, c'est vraiment important de montrer ça. Ce ne sont pas des êtres éthérés qui vivent en haut d'une tour, préservés de toute influence sociale et de tout rapport avec leurs contemporains, quoi. Elles sont vraiment… Il et elle, enfin, je parle des femmes, mais là, pour le coup, ça vaut aussi pour les hommes. Oui, et re-axer, enfin,
revenir sur cette figure de travailleuse. Ça permet aussi de souligner justement les liens, les réseaux, plutôt que de construire des figures géniales et isolées, mais vraiment les ancrer à nouveau dans un contexte économique, social, avec beaucoup d'échanges. Exactement. Et pour passer à la création des œuvres, des tableaux, enfin des portraits en particulier qui ont été faits pour le portrait de la jeune fille en feu, est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez travaillé Hélène Delmer et des sources que vous avez convoquées, des choix que vous avez faits et peut-être aussi d'autres artistes femmes qui habitent votre constellation et qui vous ont inspiré pour ce projet? On a pas mal échangé avec Céline là-dessus. Enfin, elle avait déjà quelques sources d'inspiration. Notamment, il y avait Angelica Kaufman, dont on a parlé avant. C'était surtout pour Orphée, pour le tableau d'Orphée qu'elle avait pensé à Angelica Kaufman, parce qu'elle a un truc avec les mains, des positions de mains assez particulières et intéressantes. Ouais, je sais pas. Ah ouais, donc ça c'était parce que bon, ouais, voilà, c'est ça, c'est celle-là. Voilà. Après, pour les portraits d'Héloïse, bon, bah évidemment, il y a Vigée Lebrun qui est présente dans le film parce qu'elle a écrit un bouquin pour les peintres à l'époque, et donc qui est cité directement dans ce que dit Marianne à certains moments, notamment l'histoire de, je sais plus quel est le passage exact, mais sur la forme de l'oreille, etc. Même si après Vigée Lebrun, perso, c'est pas trop visuellement, c'est pas forcément mon artiste préféré de cette époque. Après, moi, j'aime pas du tout en fait le style 18e, donc il a fallu un peu creuser. Et j'ai cherché en fait des peintres. Moi, j'ai une touche quand même qui est assez marquée, et donc j'ai cherché des peintres qui étaient chronologiquement donc vraiment du 18e, mais avec une touche un peu plus relâchée. Et alors étonnamment, il y a Fragonard qu'on connaît, voilà, ça c'est qu'on connaît pour ces tableaux, donc les escarpolettes, voilà, les trucs en jupon qui sont un peu bon, bah c'est voilà, mais il y a d'autres portraits beaucoup plus avec une touche beaucoup plus marquée. Ceux-là sont au musée du Louvre, il me semble. Donc voilà, j'ai vraiment creusé pour trouver au 18e des peintres avec un style pas vraiment 18e, c'est un peu de la triche, mais et après il y a Joshua Reynolds aussi. Et celui de gauche de la femme en blanc, c'est Thomas Lawrence, il me semble. Donc des Anglais tous les deux, et voilà, qui avaient une touche un peu plus libre, on va dire. Et puis bon, après, ça restait une commande avec des contraintes assez marquées, c'est-à-dire que ah oui, ça c'était ça c'est l'autre, c'est celui de. On s'est pas mal marré à chercher des nus pour le croquis de la page 28, et il y a un certain nombre de. Bon, il y a beaucoup de croûtes quand on cherche l'inspiration, enfin, parce que l'histoire de l'art, évidemment, ne retient que des choses de relativement bonne qualité, mais on peut trouver des choses assez drôles en creusant. Et pour ce qui est des portraits d'Héloïse, il y avait quand même cette robe verte qui était là dès le départ. Il y avait un cadrage avec les mains. Il fallait voir des mains, donc on s'est pas mal posé des questions sur les mains. J'ai une base de données de dizaines et dizaines, voire centaines de tableaux dans lesquels j'ai puisé à droite à gauche en cherchant ce que j'allais faire exactement. Et puis bon, il fallait que ça reste quand même simple. Voilà, donc pas mal de choses qui sont croisées. Et après, ça, c'est pour le portrait de la jeune fille en feu qui donne son titre au film, qui est donc dans la scène d'ouverture du film. Là, c'était beaucoup plus libre.
Donc c'est un peu le tableau sur lequel je me suis plus éclatée. Bon, bah, il y avait la jeune fille en feu, ça c'est assez chouette. Et après, sur le paysage, j'ai quand même cherché. Voilà, donc là, si on switch les deux, on voit qu'en fait, j'ai repompé à peu près à l'identique. C'est Jules-Joseph Vernet, il me semble. Ça, c'est un tableau qui est au Louvre. Mais en ajoutant le paysage végétal qui rappelait un peu plus la lande bretonne. Voilà. Donc c'est vraiment un patchwork de tout un tas d'influences variées. Et on a pas mal échangé. Il y avait Claire Maton aussi, la chef op, qui a pas mal participé au processus de création des images. Elle était très chardin, pour le coup. Donc je pense que Séverine, les images que tu as envoyées ont fait mouche. Et ouais, il y a eu ce fameux tableau d'Orphée et Eurydice qu'on a changé à la dernière minute. Parce qu'à la base, voilà, c'était un truc de grotte généraliste, enfin de falaise. Et en fait, Claire Maton, pendant le tournage, ayant entamé le tournage par les scènes d'extérieur en Bretagne, elle s'est dit, ben, ce serait bien qu'il y ait un tableau qui rappelle vraiment les paysages bretons. Et du coup, ce qu'on a fini par faire, c'est un copier-coller des personnages que j'avais peints sur un tableau 18e. Bon, pareil, j'ai un dossier avec 30 tableaux de grottes. Voilà, donc je ne sais plus qui est l'auteur de ce tableau, mais en tout cas, c'est celui qu'on retrouve au salon, en fait. Voilà. C'était assez marrant. Merci beaucoup. Et justement, vous parliez de vos répertoires d'images à toutes les deux. Est-ce que vous avez échangé entre vous aussi pour construire cette figure de la peintre? Pas vraiment, hein. Mais par Non, pas contre, du tout. j'ai retrouvé le PDF que tu avais envoyé, Séverine, avec toutes les notes historiques, dont certaines, effectivement, n'ont pas été respectées, mais je pense qu'au niveau narratif, c'était inévitable. Mais indirectement, moi, ça m'a bien aidée au stade de la recherche. Ouais. J'avais pas encore Tant mieux. commencé quoi que ce soit. Voilà. Ouais. Sur les pastels, notamment, parce que j'y connais rien du tout. Ouais. Oui, parce que là, c'est les coulisses. On rentre dans les secrets de fabrication, mais C'est j'avais ça. conseillé à Céline de faire de Marianne une pastelliste pour des raisons très, très concrètes disons, de vraisemblance de gestion du temps de séchage Ouais, entre les non, mais différentes je couches. sais pas Voilà. quel cicatif Marianne est là dans son attirail, mais Et puis en voilà, une et puis du semaine, elle fait transport un de portrait. matière, parce que concrètement, à l'époque, il faut savoir que la peinture en tube n'existe pas. Dans le dernier quart du XVIIIe siècle, on n'a pas de peinture en tube. Donc les peintres fabriquaient eux et elles-mêmes leur matière, leur peinture. Donc il faut se balader avec des pigments, de l'huile. Il n'y Ça avait pas une implique histoire tout de un vessie barda. de porc ou des choses comme ça, non? Si, voilà, oui, c'était transporté dans des. Quand elle faisait pas en avance, en fait, le seul moyen de conserver la peinture quand on la faisait en avance et qu'il fallait se déplacer, on la mettait souvent dans des petites vessies de porc qui étaient maintenues fermées avec un bouchon de liège. Enfin voilà, c'était tout un truc et ça tenait à peine 24 heures, ça séchait tout de suite en fait. Donc voilà, il y a tout un barda à transporter. Je me suis dit, mais c'est pas vraisemblable cet artiste qui part au fin fond d'une île bretonne, en plus avec son matériel qui tombe à l'eau dans les 10 premières minutes. Donc je me disais, non, là, ça va pas. Prenons le pastel. Le pastel, à l'époque, ça marche super bien pour faire des beaux portraits. Mais bon, mais voilà, non, c'est très bien que Céline soit restée sur une peintre. Mais de Pour fait. moi, c'est mieux, mais. Bah voilà, non, c'est sûr. Non, puis c'est. Enfin, ça, c'est l'élément dont elle s'est. Je pense qu'il y a aussi. Que Céline a tiré de ton travail, Hélène, qui est le visage effacé Ouais. du premier portrait, Exact. en fait, du Du premier portrait portrait raté. Ouais. raté, voilà. Mm. Ça, elle n'aurait pas pu le faire au pastel. Ça n'aurait pas C'est donné con, pareil. on le voit que flou dans le film, mais je m'étais bien amusée à faire un gros Francis Bacon sur la tête d'Héloïse. C'était fun. Voilà.
Mais non, on n'a pas. La seule fois où on s'est vu avant la promo, en fait, c'est-à-dire une fois le film fait avec Hélène, c'est quand on s'est vu sur le tournage où Hélène, tu étais en corset et en jupon, puisque Ah ouais? tu étais figurante sur la scène. C'était Ah le oui, sur tournage la de la fin, scène au salon, exact, voilà. exact. Et c'était vachement impressionnant parce que elles ont reconstitué le salon quand même en studio. Enfin, parce qu'en fait, on le voit très peu dans le film. C'est 2 minutes. Je ne sais pas si le DVD est sorti du film, je ne sais même pas. J'espère qu'il y Ouais, a un bonus avec, où elles montrent quand même le décor parce que c'est fabuleux. Elles ont recréé un salon. Enfin, quand on ah est ouais. 18e et qu'on travaille sur le salon, ou 19e d'ailleurs, parce que c'est pareil, et qu'on travaille sur le salon, qu'on imagine ces intérieurs recouverts du sol au plafond par des toiles, cette espèce d'encombrement là, et puis où en même temps il y a des images qu'on connaît par cœur, enfin, des choses, des tableaux qui sont ultra connus. Et elles ont refait ça en fait, et de retrouver vraiment au milieu. C'est hyper impressionnant. Donc, parce qu'elles avaient elles ont vraiment fait un travail de reconstitution avec des reproductions de tableaux de l'époque. Enfin, et donc, c'était vraiment incroyable Ouais. cette scène-là. Donc, voilà. Mais c'était la seule fois où on s'est vu avec Hélène avant la promo. On s'est vu après, mais ouais. Voilà. Je suis vraiment dans le noir, je suis désolée. J'essaye de me mettre un peu en lumière, mais la nuit tombe. Alors, mais par rapport à ce que vous disiez au début, justement, sur votre envie de passer à la fiction, Séverine Sofio, après votre expérience de collaboration, il y a une question d'Elisabeth Lebovici sur justement cette place de la fiction dans l'histoire de l'art. Est-ce que, est-ce que l'histoire de l'art est déjà présente en fait, est-ce que, pardon, la fiction est déjà présente dans la pratique de l'histoire de l'art? Il y a plein de manières de répondre à cette question qui est passionnante et qui pourrait faire l'objet d'une thèse, je crois. Ouais, alors oui, la fiction est présente en histoire de l'art et bien sûr, et elle est, disons que je vais parler de mon point de vue, qui est le point de vue d'une sociologue slash historienne, et qui est que là, la plupart des biographies d'artistes qu'on a qui ont été faites au 19e siècle, sont, surtout pour les femmes, sont en grande partie fictionnelles. Et ça pose un vrai problème quand on essaie de faire l'histoire, quoi. Parce qu'il faut réussir à faire le tri entre les vraies infos et ce qui a été rajouté par les biographes successifs, qui sont en plus devenus des topoi, quoi, des espèces de traits qui, à force d'être répétés de biographie en biographie, sont devenus des faits qui sont aujourd'hui, qu'on retrouve encore dans des biographies aujourd'hui, alors qu'ils sont pas du tout comment dire, avérés, quoi. Enfin, qu'il n'y a pas de source. C'est peut-être vrai, on n'en sait rien, mais il n'y a pas de source. Donc moi, en tant qu'historienne, sociologue historique, quoi, je ne peux pas considérer ça comme un fait tant que je n'ai pas quelque chose de plus concret qui me le confirme. Donc oui, cette présence de la fiction, elle se traduit, c'est un peu un problème. Dans cette présence de la fiction en histoire de l'art, c'est un peu un problème quand on essaye de faire là-dessus. Je pense que toutes les collègues historiennes de l'art ont le même problème que moi. Enfin, je pense que là-dessus, il y aura unanimité quand on essaye de faire l'histoire, en particulier des femmes. Alors là, puisque les femmes, c'est déjà les artistes en général. Alors, il y a de la fiction tout le temps. Il y a, Eva a cité Chris Ecourts, le travail de Chris Ecourts, qui date des années 30, mais qui a été fait comme ça, qui recense tous les topoi qu'on retrouve dans toutes les vies d'artistes depuis le XVIe siècle. Donc déjà, bon, pour les artistes en général, il y a un certain nombre de topoi qu'on retrouve systématiquement. Et puis pour les femmes, alors là, on en retrouve encore plus. Donc, ouais. Après, la fiction, ouais, la fiction en histoire de l'art, il y aurait plein de choses à dire. Ouais. Enfin, mais après, je ne suis pas historienne de l'art, moi. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Hélène. Enfin, je ne sais pas si ça doit te parler, toi, peut-être, non La fiction dans l'histoire de l'art, bah, je pense que tu es mieux placée. Non, mais la fiction en art, la place de la fiction dans ton travail, je ne sais pas si... Ah oui, en art, la c'est place autre de chose. l'animatrice, là, mais... Ah oui, l'art, c'est de la fiction. Enfin, mais oui, c'est moins embêtant quand c'est dans l'art que quand c'est dans l'histoire de l'art, effectivement. Elisabeth Lebovici, vous avez peut-être envie de réagir directement?
pas trop parce que ça nous prendrait trop longtemps, mais enfin, je veux dire, la fiction, ça fait partie du travail de l'histoire et le travail de l'historienne, bien entendu. Là, j'ai envie quand même de dire, il faut par exemple lire ce que raconte, par exemple, quand on lit le merveilleux Wayward Lives de Saidiya Hartman, il faut entendre ce qu'elle raconte sur la fiction spéculative, le fait qu'elle se saisisse de la fiction pour reconstruire effectivement des pratiques et des figures qui n'ont pas laissé de traces, par exemple, des figures noires en l'occurrence. Enfin, bon, moi je suis toujours très choquée quand j'entends tout d'un coup mettre la fiction à l'autre bout de notre travail. Notre travail, c'est de construire des fictions plausibles, disons, vraisemblables peut-être, Moi, je trouve ça potentielles, enfin. Voilà, et je me tais. moi, je trouve ça assez libérateur justement de parler de fiction en histoire de l'art parce que finalement, ça permet aussi d'aller contre cette idée d'une objectivité de l'histoire de l'art et que du coup, on peut s'appuyer que sur des archives, alors qu'en fait, souvent, on n'a pas d'archives, en fait. Enfin, par exemple, pour les artistes femmes, c'est compliqué. Et moi, je suis pour considérer la fiction sur le même rang que les sources premières. Après, moi, c'est parce que si je suis obsédée avec Nochlin et un jour, il faudra quand même que je lise autre chose, mais elle parle quand même de cette histoire justement, l'histoire de l'art fondée sur l'aura magique et géographique de la vie des artistes au 19e. Et ça, Voilà. c'est d'où le génie et le mythe du grand artiste. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper libérateur dans la fiction. Enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que je fais une fixation là-dessus. Mais... Bien sûr, bien sûr. Non, mais ça a été très théorisé par nombre d'historiennes et d'historiens, mais aussi nombre d'historiennes de l'art. Voilà. Et c'est pour ça que je suis toujours très choquée, comme si effectivement aller travailler dans les archives, c'était pas complètement faire des fictions avec ce qu'on trouve. Hein. Je veux dire, le travail dans les archives n'est pas garant de scientificité, parce que d'ailleurs les archives ne sont jamais que des archives qui ont été déposées, donc qui ont été gardées, et donc il y a déjà un tri qui a été fait, trié et organisé par des archives. Je m'insurge un peu sur le côté complètement fictionnel du travail en archive. J'entends le fait qu'on reconstitue beaucoup, mais il y a quand même tout un travail de réflexivité sur la... Justement, enfin, on n'est pas dupe. Enfin, il y en a qui sont dupes, hein, mais en fait, c'est ça, on essaie de faire en sorte de ne pas l'être. Bien sûr, mais l'histoire de l'art... Pardon, si ça c'est assumé, si on présente pas ça comme quelque chose de totalement objectif, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient la recherche comme l'objectivité. Donc, au niveau du grand public, ça peut être... Il n'y a pas de grand public. Il n'y a pas de grand public? Non, c'est comme la femme, me dit-on à côté. De public tout court, alors. On n'est pas tout à fait d'accord. Non, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, l'histoire de l'art, ça n'est pas travailler sur des archives. L'histoire de l'art, c'est justement ce qu'on fait à partir de là, d'une part. Et d'autre part, ce serait vraiment très restrictif de penser que l'histoire de l'art consiste simplement à aller travailler dans des archives. Je ne crois pas du tout. Mais bon, c'est encore une longue discussion qui nous mènerait jusqu'à... Et alors, en plus, il y a ma copine Catherine Gonard qui doit parler, alors je veux me taire. Je pense qu'elle est d'accord. Okay, Mathilde, du coup, tu avais aussi d'autres questions, il me semble. Oui, mais si tu veux, je peux te laisser la parole pour la suite. Tu as la main. Ok. Moi, j'avais une question justement par rapport à cette question. Enfin, vous avez parlé du choix du pastel ou de la peinture, et puis il y a aussi le choix de faire de Marianne une figure assez isolée finalement dans sa carrière, puisque on la voit seule, on sait qu'elle est fille d'artiste et que c'est comme ça qu'elle en est venue à la peinture. Et dans vos recherches, vous avez vous avez travaillé sur la question du réseau des artistes femmes à la fin du XVIIIe siècle, en particulier Séverine Sauffiot. Et est-ce que vous pourriez justement nous en parler un peu plus et des types de relations et de réseaux que les ateliers de la fin du XVIIIe siècle créaient entre les artistes femmes? Oui. Alors, la particularité de la période, en plus, qui est la période qu'a choisie Céline pour son film, qui est la période que j'ai étudiée, qui est vraiment le dernier quart du XVIIIe et le début du XIXe. La particularité de cette période, c'est qu'on voit apparaître
la forme de l'atelier. Enfin, voilà, d'une part, on voit apparaître la forme de l'atelier d'élèves qui existait avant, mais de manière très marginale. L'atelier d'élèves, c'est-à-dire voilà, cet atelier qui est séparé de l'atelier du maître, où il y a beaucoup d'élèves qui sont supervisés souvent par quelqu'un d'autre que le maître. Ou qui sont pour les plus gros ateliers séparés parfois en plusieurs niveaux, selon le sexe aussi. Enfin, il peut y avoir atelier de femmes, atelier d'hommes. Enfin voilà, ce modèle-là de l'atelier, il date de cette époque. Hein. Enfin, donc il existait avant, mais de manière marginale. Il a été rendu plus commun à cette époque. Et la deuxième particularité de cette époque, c'est qu'on voit apparaître les ateliers féminins en fait. L'atelier féminin, c'est-à-dire uniquement composé de femmes, d'élèves femmes, sous la tutelle soit d'un maître homme, soit d'un maître femme, mais qui et le fait que ces ateliers arrivent, c'est le signe que tout à coup, il y a suffisamment de femmes qui aspirent au métier d'artiste sur le marché pour permettre l'existence de ces ateliers qui n'existaient pas avant, parce qu'il n'y avait pas de… Les femmes qui devenaient artistes étaient, il y en avait beaucoup avant, hein, mais les femmes qui devenaient artistes étaient filles d'artistes pour l'énorme majorité. Donc, elles étaient formées dans les ateliers de type corporatif, quoi, classique. Jusque-là. Et donc, voilà, fin 18e, tout à coup, il y a cette mode, tout à coup, ce goût pour la peinture qui arrive. Bon, c'est ce que je développe dans mon livre, donc je ne vais pas développer. Mais le fait que les femmes soient dans des ateliers, ça crée des liens effectivement très forts, d'une part entre maître et élève, et d'autre part, alors pas pour toutes, hein, pour certaines, les liens sont plus ou moins forts selon les ateliers, selon… Évidemment, les gros ateliers, il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas de lien aussi fort entre toutes les élèves et le ou la maître. Mais voilà, ça peut créer des liens très forts, des liens horizontaux, des liens de solidarité, des liens qui vont se maintenir longtemps pendant la carrière. Et puis, il peut y avoir des liens verticaux très forts. Et ça, il n'y a aucun autre… disons, comment dire, aucun autre binôme d'artistes ne l'a montré d'une manière aussi émouvante et aussi forte que Adélaïde Labille-Guiard et Gabrielle Capet. Dans l'une avec le tableau, son autoportrait de 1785 au Met, qui la montre, donc Labille-Guiard, où elle se peint en majesté avec ses deux élèves derrière elle, dont Gabrielle Capet. Donc tableau de 1785 qui a été repris dans l'hommage que Gabrielle Capet rend à Labille-Guiard en 1808, 5 ans après sa mort, après la mort de Labille-Guiard. Voilà, ce tableau-là, où elle reprend en fait cette construction en pyramide du tableau de 1785, mais où là, elle est assise à côté parce que dans le tableau de 1785, elle était debout exactement à la place qu'a Vincent, l'époux à ce moment-là de Labille-Guiard. Gabrielle Capet était debout derrière Labille-Guiard avec comme ça la main sur le dossier de son fauteuil. Donc elle peint à sa place, elle peint Vincent, et elle se met assise à côté en tenant la palette de Labille-Guiard. Enfin, j'insiste pas sur l'analyse de ce tableau qui est vraiment hyper riche et qui a été très très mal, très mal, qui a été, disons, analysé de manière un peu fallacieuse, parce qu'il a été découvert, entre guillemets, par un spécialiste de Vien qui est le peintre, le peintre âgé qui est représenté, qui est en train d'être peint par Labille-Guiard. Et donc, c'est un spécialiste de Vien qui a découvert ce tableau, qui l'a publicisé et qui a écrit dessus pour la première fois. Donc, il en a fait un tableau d'hommage à Vien, ce que ça n'est pas, franchement. Et donc, voilà, je vais faire un peu d'autopromo et renvoyer un article que j'ai écrit sur ce tableau en particulier, parce que pour moi, c'est vraiment un manifeste féministe, en fait, mais qui est fait de manière hyper habile, hyper intelligente, avec plusieurs couches d'analyse, qui fait qu'au premier abord, on peut le voir comme quelque chose, comme un tableau très classique d'hommage aux hommes, parce qu'il y a quand même une énorme majorité d'hommes représentés dans ce tableau. Et en fait, quand on analyse plus en profondeur, c'est un vrai manifeste féministe. Donc voilà, ce tableau s'appelle L'Atelier de Madame Vincent par Gabrielle Capet. Il date de 1808 et il est conservé à Munich.
Et donc voilà, donc ces liens entre maître et élève, ils sont évidemment très forts. Ouais. Ils sont très forts et ils peuvent et ils sont cruciaux pour toutes les cas. Mais tout le long du 19e siècle, la culture de l'atelier fait que on continue à se réclamer de son maître pendant toute sa carrière, hein, mais y compris pour les hommes. Enfin, c'est hommes et femmes. Et il y avait des figures d'ateliers tenues par des femmes, de maîtres femmes, qui sont vraiment importants. Et le rôle pédagogique de ces femmes n'a pas été assez mis en évidence. Des femmes comme Madame Hersan, comme Louise Hersan, Victoire Jacotot, Lisinka Admirbel, qui ont formé des bataillons d'artistes femmes et qui sont très peu connues en fait aujourd'hui. Merci. Et je voulais juste rebondir et demander justement, à vous, Hélène Delmer, quelle a été la place dans votre propre formation et puis maintenant aussi dans vos réseaux, dans vos constellations, des artistes femmes anciennes et contemporaines? Vaste question, mais enfin, bon, on va à la base vers ce qui nous attire au niveau artistique, évidemment. Donc, fatalement, comme il y a quand même énormément d'hommes par rapport au nombre d'artistes femmes qui sont connus, j'ai quand même pas mal de références masculines. Après, cela dit, il y a quelques artistes qui sont des artistes femmes avec qui ça va plus loin, parce que quand on creuse leur parcours, enfin, il y a un parallélisme dans les parcours et dans les questionnements qu'on peut retrouver que là-dedans. Notamment, on avait échangé là-dessus par mail, Sylvia Plath qui m'a vachement aidée quand je commençais, parce que elle parle beaucoup elle est dans les années 50, donc c'est un peu la pire période pour être une artiste femme. Enfin, c'était pas un moment par rapport à aujourd'hui. On a quand même beaucoup plus de chance, nous les artistes contemporaines d'aujourd'hui. Mais elle parle beaucoup de ses doutes, il y a sa position par rapport à son mari Ted Hughes, qui lui était extrêmement connu dès sa jeunesse en fait, et elle qui était vue comme un peu sa secrétaire, parce que c'est ce qu'elle était en même temps. Enfin, à la fois, fallait être à la fois sa casquette d'artiste, mais il fallait être femme, secrétaire, etc., s'occuper des gosses. Bon. Il y a Francesca Woodman aussi, dont on avait parlé, qui a inspiré Céline pour une scène du film, la scène de Sophie qui essaye d'avorter en prenant la tisane de plantes là, qu'elles ont récoltée, où elle se pend au linteau de porte. Il y a une très belle photo de Francesca Woodman sur un linteau de porte. Et bon, après, il y a des problématiques. Alors, nature, culture, bon, on va pas aller partir là-dedans, mais féminines avec d'énormes guillemets qui reviennent dans leur travail, mais qui sont un détournement des attributs qu'on a dit féminins vers quelque chose de vachement puissant. Et dans le cas de Sylvia Plath, il y a vraiment une colère que je trouve assez extraordinaire et qui me nourrit beaucoup dans mon travail. Donc cette espèce d'ambivalence entre le cadre social et tous les côtés oppressifs qui peuvent aller avec, que ce soit de manière tacite ou plus au grand jour. Voilà, qui est intéressante. Et après, ce qui est bien aujourd'hui, on est quand même à une époque où, quand on fait partie d'une minorité, quelle qu'elle soit, ou
ou sans faire partie d'une minorité, même si on est la moitié de la planète, quand on n'a pas la place qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire que les artistes femmes, il y a un article qui est paru en 2018, je crois, sur le nombre de femmes, d'œuvres de femmes artistes vendues aux enchères dans le monde. Et en 2018, c'était 2% du total des enchères. Voilà, bon, sachant que c'est un peu biaisé parce que ça reprend. C'est pas que les artistes contemporaines, il y a aussi les artistes décédés. Donc là, effectivement, c'est massivement des hommes qui sont vendus. Mais à côté de ça, via les réseaux sociaux et Internet, aujourd'hui, même quand on n'est pas dans le moule, dans le canon actuel en fait de l'art contemporain, qui est un canon comme il y a eu d'autres canons par le passé, et ben il y a plein de niches et il y a plein de façons de partager son travail et de se connecter à d'autres et de toucher aussi des collectionneurs qui sont intéressés par des choses un peu différentes. Et c'est extraordinaire, parce que bon, il y a un côté où on peut échanger facilement avec d'autres artistes dont le travail nous touche, voire mettre en place des expos ensemble, des choses comme ça. Et au niveau, on se sent beaucoup moins seul en fait, parce que au niveau inspiration, on peut aller chercher partout. J'ai des dizaines d'artistes que je suis sur Instagram, par exemple, qui font un travail vraiment génial que j'aurais jamais pu trouver avant. Il y a 20 ans, ces gens-là, je pense que, moi-même, en fait, il y a 20 ans, je ne sais pas si j'aurais pu vivre de mon travail de la façon dont je le fais aujourd'hui. Parce que ça passe énormément par Internet. Et du coup, ça fait un espèce de cercle vertueux où on partage. C'est un travail hyper solitaire, le travail d'artiste. Et en même temps, on se nourrit des autres, pas seulement artistiquement, des gens autour de nous, mais en l'occurrence, avec les réseaux sociaux, ça nous donne accès à d'autres gens qui ont des sensibilités voisines, mais qui ne vont pas forcément le traduire de la même façon dans leur travail. Donc ça fait un effet, ça rebondit, ça se croise, et c'est hyper enrichissant, quoi. Là, par exemple, je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert un exemple parmi d'autres, une artiste, une peintre abstraite qui s'appelle Daisy Paris, une Anglaise qui est née en 93. Il y a plein d'artistes aussi super jeunes. Et voilà, je vois ça, je me prends une grosse claque. Du coup, je lui envoie un message. Voilà, on échange facilement. Et après, je retourne à l'atelier et je regarde ce que je fais, je me dis, ah non, ça va pas. Et voilà, ça me donne envie d'aller dans d'autres directions. On a de la chance, au moins pour ça, d'avoir ces outils-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que Céline Sciamma, vous avez contacté via Instagram, c'est ça? Ouais, exact. Ouais. Du coup, je regarde là un peu les questions qu'on peut avoir sur. Alors, j'ai une question sur la réaction, l'appropriation des œuvres par les actrices du film. Est-ce que vous l'avez senti, que ce soit vous, Séverine Sofio, ou Hélène Delmer? Est-ce qu'il y a eu des échanges ou pas du tout? Avec les actrices? Ouais, par exemple. Ah, malheureusement, non. Sur les œuvres elles-mêmes? Ouais, ou sur. Je sais pas, je lis juste la question, donc ça se limite à ça, mais. Je pense qu'Adèle qui fait la faiseuse d'ange, non, le tableau de l'avorteuse, qui est, évidemment, c'est le plus. Quoique, on ne peut pas le savoir. J'allais dire, c'est le plus contemporain, mais là, Séverine, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est des choses. Effectivement, cette histoire de
fictionnalisation de l'histoire de l'art. C'est ça qui c'était là sur ce genre de problème que ça me titillait, c'est-à-dire que de par le fait que l'histoire de l'art a été écrite par des gens qui n'avaient pas envie de parler de ce genre de choses, on ne peut pas savoir si à l'époque, enfin, je sais pas, est-ce que ce genre de truc peut-être a été peint à un moment à cette époque-là, mais on ne le saura jamais. Voilà, sinon, sur les tableaux eux-mêmes, je pense pas vraiment. Avec Noémie, quand même, on avait pas mal échangé, mais plus sur la technique, etc. Même si elle peignait vraiment quand elle faisait ses scènes, mais comme elle est gauchère, il me semble, elle peignait de la main droite, elle a fait des trucs assez chouettes qu'on ne voit pas à l'écran, évidemment. Mais elle avait sa version du portrait d'Héloïse, une version un peu Picasso. C'est pas mal. Ok, c'est drôle. Moi, je trouve ça assez fun, en fait, aussi, ces allers-retours. Et c'est bien, Sophie, ce que vous disiez tout à l'heure sur le costume, le côté hyper matériel, du coup, auquel vous êtes confrontés aussi. Enfin, moi, je trouve ça génial, en fait, le rôle de chercheuse qui déborde littéralement, enfin, même sur voilà, les aspects les plus matériels et qu'on voit peut-être pas du premier coup. Enfin, même si les costumes, quand même, enfin, ils sont hyper puissants. Notamment, je pense cette scène qui est devenue un mème, où on voit les bouches qui sont couvertes quand elles sont sur la plage et qui forment des sortes de petites voilettes comme ça. Enfin, moi, je ne savais pas du tout que ça pouvait éventuellement exister au 18e, mais c'était assez, ouais, c'était assez intéressant de voir ça. Et on voit bien tout ce travail sur le costume que enfin, moi, je trouvais assez chouette. Donc. Les costumières ont fait un travail extraordinaire. Et c'est des choses là-dessus. Quand on commence à être un peu attentif à ça, c'est assez intéressant de voir, par exemple, le fait que les actrices ont, pour Marianne, en tout cas, elle a un costume, elle a une robe quand elle est en Bretagne, et puis elle en a une autre quand elle est au salon, mais c'est tout. Et c'est absolument réel. Enfin, je veux dire, à l'époque, on n'avait pas 50 robes dans sa garde-robe. Donc ça, quand dans les films du 18e, quand on voit des personnages qui changent de tenue tous les 2 jours, c'est pas, ou à chaque scène, ils ont une tenue différente, c'est pas du tout réaliste. Bon, après, c'est licence poétique, hein, très bien. ça peut très bien passer, et ça fait le costume lui-même étant un support artistique, du coup, ça devient un truc, ça peut devenir très beau, quoi. Mais si on doit parler en vraisemblance historique, non, pour le coup, ça se fait pas. Mais enfin, là-dessus, je trouve c'est vrai qu'elles ont fait un travail extraordinaire, les costumières. Et juste pour rebondir sur ce qu'il disait avant, c'est une question qu'on m'a énormément posée, le dessin de l'avorteuse. Ouais. Savoir s'il y a des choses comme ça qui ont existé, si on avait trace aujourd'hui de dessins de ce type-là. Évidemment non, enfin pas à ma connaissance en tout cas, de dessins de l'époque, hein. En revanche, qu'il n'y en ait pas eu, ça, on n'en sait rien. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de se poser la question justement des 2 filtres, en fait. Il y a le filtre de ce qui est parvenu jusqu'à nous et le deuxième filtre qui vient par-dessus de ce qu'on a gardé et ce qu'on a canonisé dans l'histoire de l'art. Ouais. Et puis on pourrait rajouter plein d'autres filtres sur les histoires d'attribution, sur le marché de l'art qui va considérer ou pas comme digne d'être vendu tel ou tel dessin, selon la signature ou selon l'absence de signature, mais ce qu'on peut en déduire. Enfin bref, donc il y a plein de filtres en fait qui font qu'aujourd'hui on a une image très très réduite et très très biaisée et partielle de ce qui était ce qui a pu être produit plastiquement et graphiquement à l'époque, forcément. Mais là-dessus, il ne faut pas être dupe. Enfin, normalement, on n'est pas dupe. On sait bien qu'il y a tous ces filtres, en particulier pour les femmes. Enfin, là-dessus, la question d'attribution pour les femmes se pose beaucoup, même si ce n'est pas réservé aux femmes. Enfin, pour le coup, comme je travaille sur 2 femmes et un homme en ce moment, il se trouve que l'homme sur lequel je travaille a été particulièrement victime de mauvaises attributions. La postérité de François-André Vincent
est assez intéressante à étudier comme ça au prisme du genre. On voit qu'en fait, il y a certains hommes qui ont vraiment pas eu de chance et pour le coup, il y a énormément de ces dessins qui sont passés pour des Fragonard, pour des David, y compris pour des Géricault, pour des Delacroix, bien après lui. Hein. Enfin, c'est assez intéressant. Donc, il y a une histoire. Enfin, pour le coup, le genre n'égale pas sexe. Enfin, c'est vrai déjà, mais en histoire de l'art aussi, on peut dire qu'il y a des postérités genrées qui concernent les deux sexes. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, non, moi, ça me fait penser aussi, la scène de l'avortement, avec aussi, ça me fait penser aux modèles en cire qui ont été faits par des sages-femmes, des modèles médicaux comme ça. Il y a aussi ce filtre. Et on se dit, en fait, on connaissait déjà. Donc, la question de la représentation aussi hyper intéressante. Je ne sais pas si on a d'autres questions, Mathilde, ou si on en a déjà. Je crois qu'on a répondu à la plupart. Et je crois aussi qu'on doit rendre l'antenne, si je puis dire, pour avoir 5 minutes de pause avant le début de la seconde table ronde. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange qui était vraiment passionnant et qui permettait de voir comment est-ce que justement tous ces domaines de la création et de la recherche peuvent se rencontrer dans une même mission de valorisation de la mémoire des femmes et comment est-ce que ça ouvre justement à plein d'autres réseaux, à plein d'autres constellations. Et voilà, c'était vraiment passionnant. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Merci à vous. Ouais, merci, c'est chouette. Et donc, si vous le voulez bien, on se retrouve dans 5 minutes à 18h30 pour la table ronde sur l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Allez. J'arrête la vide.